Bon, bien, bonjour tout le monde. Me revoilà pour une deuxième petite capsule sur le sommeil de l'enfant de 2 à 4 mois. Donc, il me fait plaisir maintenant installé dans mon nouvel environnement. Je vais prendre quelques minutes pour vous reparler, comme je vous disais, du sommeil de 2 à 4 mois du bébé. Donc, je me représente peut-être pour celles qui ne m'ont pas vu dans la première petite vidéo. Donc, mon nom c'est Vanessa Gibault. Je suis bachelière en sciences infirmières de formation, consultante périnatale plus spécialisée là, en sommeil de l'enfant. Et je suis maman de 3 enfants. Mon plus grand, Liam, qui a 4 ans. Celui du milieu qui s'appelle Malik, qui a 2 ans. Et ma petite cocotte qui s'appelle Maëlie et qui va avoir là, 3 mois là, bientôt, sous peu. Donc voilà, le but de cette petite vidéo-là, c'est de vous donner de la bonne information sur le sommeil de l'enfant de 2 à 4 mois, vous donner des outils pour que vous puissiez vous faire confiance en matière de sommeil et que vous puissiez accompagner le mieux, dans le fond, votre enfant dans son sommeil. Donc, comme je disais dans la première petite vidéo, le sommeil, c'est une succession là, de cycles. C'est des petits trains de sommeil de 30 à 45 minutes. Donc, c'est pour cette raison-là que je mentionnais que dans la première vidéo, que l'enfant, quand il s'endort dans une certaine position, l'important, c'est de le laisser aller au bout de son cycle pour qu'il puisse se réveiller dans les mêmes conditions. Ça va vraiment favoriser qu'il puisse passer d'un train à un autre parce qu'entre chaque train du sommeil, il y avait des micro-éveils. Comme je vous disais, on fait juste s'ouvrir les yeux, on regarde si on est encore dans le même environnement. Ici, on est dans le même environnement et que le besoin est là. On va entrer dans un autre cycle du sommeil pour aller chercher le besoin de sommeil qu'on a de besoin. Donc, encore une fois, à ce stade-là, de 2 à 4 mois, les siestes sont aléatoires. Donc, il n'y a pas encore énormément là, de routine en tant que telle. Certains enfants peuvent déjà vous avoir manifesté qu'il y a une petite routine qui s'installe quand on va tendre plus vers le 4 mois. Mais sinon, là, de 2 à 4 mois, là, les siestes sont encore aléatoires. Donc, ça peut être des siestes de 30 minutes, 45 minutes, puis il y en a une autre de 1 heure et demie, 2 heures. Donc, ça va vraiment être aléatoire encore à ce stade-là. Donc, les rythmes de boire, ben, tranquillement, ben, les boires vont s'allonger ainsi que le sommeil, autant là, de jour et de nuit. Donc, des boires à peu près là, aux 3 heures, puis les nuits aussi vont s'allonger là, graduellement. En termes de besoins de sommeil, les enfants vont aller chercher un 11-12 heures la nuit. Donc, coucher entre 18 heures et 20 heures. Donc là, c'est toujours des moyennes, c'est toujours des approximatifs en ce que je vous donne comme information. Il n'y a personne dans la vie, hein, laissez personne vous dire vraiment, là, ça c'est la vérité absolue. Donc, vous êtes les experts de votre enfant. Donc, c'est vous qui savez ce qui est le mieux possible. On vous donne des moyennes, on vous donne des informations qui sont susceptibles de vous aider dans le développement de bonnes habitudes de sommeil dans ce cas-ci. Mais vraiment, le but, c'est de vous aider à vous faire confiance. Hein. Donc, voilà, c'était ma petite parenthèse. Hein. Vous voyez avec votre enfant ce qui est le mieux. Mais de façon générale, là, les enfants peuvent se coucher entre 18 heures et 20 heures et aller chercher un 11-12 heures. Et comme je disais, les siestes pendant le jour sont encore aléatoires. Ils vont aller chercher un 5-6 heures là, de sieste. Euh, ça va être vraiment ça va vraiment être aléatoire en fonction là, de s'ils passent d'un train de sommeil à un autre. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire que plus les siestes sont courtes, plus les périodes d'éveil aussi vont être courtes. On dit que les périodes d'éveil à cet âge-là, c'est environ, le maximum, c'est 2 heures d'éveil, mais la clé, moi, ce que je trouve le plus important dans ça, hein, on est encore en période d'adaptation, on est encore en train de regarder de faire connaissance avec notre bébé, d'apprendre à se connaître et de voir vraiment quels sont les signes de fatigue de votre enfant. Ça peut être après simplement
30 minutes. Hein, l'enfant peut déjà, ils viennent de se lever. Par exemple, on peut avoir changé sa couche, avoir joué un petit peu avec lui, lui avoir donné à boire et il peut retourner au lit si la sieste qui a été précédente n'a pas été de très longue durée. Et donc, je vous dirais que le plus important, c'est de regarder les signes de fatigue de votre enfant et que ça peut même se manifester au bout de 30 à 45 minutes. Alors, on peut tenter là, de recoucher l'enfant de la façon qui vous convient. Hein, et toujours se rappeler que l'important, c'est de coucher l'enfant et qu'il puisse se réveiller au même endroit auquel il s'est endormi. Donc, tranquillement, vous pouvez commencer à instaurer une petite routine dans les routines de sommeil, autant surtout peut-être plus pour le soir. Comme ça, dès que vous allez avoir les mêmes éléments clés de la routine, votre enfant va déjà intégrer dans son cerveau que c'est le temps du dodo de la nuit qui s'en vient et ça va le sécuriser et ça va l'aider en fait à se laisser aller dans les bras de Morphée, comme on dit, pour qu'il puisse passer là, une bonne nuit de sommeil. On peut aussi commencer, si on a commencé à le coucher dans son lit, à faire une routine du lever. Une routine du lever, c'est pour aider l'enfant à reconnaître que c'est bel et bien la fin de la sieste, que c'est pas parce qu'il s'est mis à pleurer qu'on est venu le chercher, qu'il ne fasse pas une association je me mets à pleurer je termine en fait et on vient me chercher. Donc, une routine du lever, c'est on va juste voir l'enfant dans son berceau, on lui exprime, on lui dit ben bonjour ma cocotte, bonjour mon coco, peu importe, on lui exprime, on lui dit bravo d'avoir fait dodo dans son lit et par la suite, on va ouvrir la toile ou on peut ouvrir aussi un petit peu la lumière et on va rechercher l'enfant par la suite. Comme ça, il le sait que dans ces étapes-là, ça va être une bonne façon pour lui de comprendre ce qu'on attend de lui à la fin de la sieste, que oh oui, on vient me chercher parce que c'est la fin de la sieste et non pas parce que j'ai commencé à pleurer un petit peu. Donc ça peut être une belle façon là, déjà d'introduire une routine du coucher graduellement puis une routine de lever. J'ai envie de vous dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être un défi en matière de sommeil. On en avait parlé un petit peu dans la dernière vidéo. Donc, tout d'abord, il y a toujours l'aspect du tempérament. J'entends déjà des mamans qui me disent « Oh mon Dieu, 5-6 heures de jour hein? » et dire « Ah, c'est un enfant qui dort jamais. Donc, il y a déjà le tempérament. Hein? Je vous disais, c'est des belles qualités, que ce soit des bébés avec un tempérament plus guerriers, curieux, qui ne veulent rien manquer. Hein, donc, ces enfants-là, c'est encore plus important de vraiment bien regarder hein, les signes de fatigue afin qu'on puisse coucher l'enfant au bon moment. Donc, hein, le bon moment, dès qu'on voit les signes de fatigue, hein, dites-vous qu'on a à peu près 15 minutes pour aller coucher l'enfant pour qu'il puisse embarquer dans le train, pour qu'il puisse aller au bout de son besoin de sommeil. Hein. Dites-vous, c'est comme un exemple aussi banal que de dire je prends le train de banlieue, il y en a un qui passe à 18h15 et il y en a un qui passe à 19h. Donc, si je suis arrivée trop tôt à celui de 18h15, donc qui est 18h20, moi, je voulais vraiment embarquer dedans. Si malheureusement le train est parti, bien, il va falloir attendre le prochain train de sommeil. Donc, si on attend des fois trop longtemps quand les premiers signes de fatigue se manifestent, bien, il faut parfois attendre le prochain train de sommeil qui va revenir dans 30 à 45 minutes. Donc, il y a toujours l'aspect de tempérament. J'ai envie de vous parler aussi très rapidement, je veux faire un petit survol, il y aurait tellement à dire, mais sur les associations en matière de sommeil. Hein. Comme je vous disais dans la première capsule, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de caprice, il n'y a pas de manipulation. En fait, les enfants vont simplement faire des associations en matière de sommeil. Par exemple, si pour dormir, l'enfant a toujours besoin d'être allaité, d'avoir une suce, d'être promené en carrosse, ben lui, son cerveau va intégrer, va associer que pour être en mesure de dormir, j'ai besoin de mon carrosse, j'ai besoin de ma suce, j'ai besoin d'être allaité. Donc,
si un enfant a plus l'habitude, a été accompagné ou a pris l'habitude de s'endormir seul. Donc, lui, quand il va se réveiller, il va associer: ah, ben, je suis en mesure de pouvoir me rendormir seul, je suis capable. Donc, il peut enchaîner les cycles de sommeil beaucoup plus facilement lors des micro-éveils. Tandis que, par exemple, si un enfant a pris l'habitude de s'endormir au sein, et après un cycle de sommeil, 30 à 45 minutes, dites-vous qu'il peut y avoir, il peut probablement avoir des bonnes chances qui réclament encore d'être allaité pour pouvoir se rendormir par la suite. Donc, je le redis, ce n'est pas des manipulations, ce n'est pas des caprices, c'est simplement des associations en matière de sommeil. Donc, vraiment, est-ce que vous connaissez l'histoire du chien de Pavlov? Rapidement, j'ai envie de vous en parler. Pavlov, c'est un scientifique qui avait fait une expérience avec son chien. Donc, Pavlov présentait de la nourriture à son chien, et quand le chien voyait la nourriture, il se mettait à saliver. Donc, Pavlov a fait son expérience un peu plus loin. Il apportait de la nourriture et il faisait sonner une cloche. Ding, 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 ding. Et donc, le chien se mettait à saliver encore une fois à ce moment-là. Il a poussé son expérience un peu plus loin et il apportait plus de nourriture au chien, mais il faisait simplement sonner la cloche. Ding, 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 ding. Et qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Le simple fait d'entendre la cloche, le chien se mettait à saliver parce que son cerveau a intégré, a associé que nourriture allait avec la cloche. Donc, c'est des associations qui sont faites dans notre cerveau. Comme en matière de sommeil, le bébé qui a associé dormir avec la suce, par exemple, ou d'être allaité, quand il va se réveiller après un cycle, lui, il a associé, il a intégré qu'il avait besoin de cette condition-là d'endormissement pour pouvoir retourner dans les bras de Morphée, puis de pouvoir continuer son besoin de sommeil. Dites-vous que ce n'est pas des mauvaises habitudes, c'est des habitudes comme parents, comme enfants, comme famille. Regardez ce qui vous convient. Je ne suis pas pour un endormissement autonome plus que pour une autre. L'important, moi, j'ai envie de vous dire comme parent, c'est dans n'importe quoi, dans l'éducation pour vos enfants, regardez qu'est-ce qui vous rejoint, c'est quoi vos valeurs. Je ne vous mentirai pas pour vous dire que plus ça va être ancré profondément, et si par exemple, je donne un exemple, si pendant 6 mois de temps, l'enfant a simplement eu l'habitude d'être endormi en étant allaité ou au biberon ou une suce, peu importe la condition d'endormissement, et que à partir de 6 mois, on veut l'aider à développer des habitudes de sommeil plus autonomes, ça peut être plus difficile parce que ça va être ancré depuis plus longtemps. Donc, par mon expérience comme infirmière au CLSC, au centre d'abandon du tabac, où j'accompagnais, je soutenais des gens à cesser de fumer, les gens, de façon générale, plus il y avait créé d'association avec la cigarette, plus le processus psychologique comportemental qu'on appelle de défaire des associations qui avaient été faites avec la cigarette, plus ça faisait longtemps que la personne fumait, plus il pouvait être difficile de défaire ces associations-là. Mais c'est possible. Il n'y a rien qui est impossible. L'important, c'est que vous y alliez avec votre cœur et avec vos valeurs, avec vos croyances, et qu'il y a différentes, si vous désirez tendre vers un endormissement plus autonome, il va toujours y avoir des solutions. Il y a des différentes stratégies. J'ai envie de vous dire que là, dans cette petite vidéo-là, je vous en parlerai. Ce ne sera pas un sujet que je vais vous parler, mais il y a différentes stratégies d'accompagnement de son enfant dans le sommeil, autant dans des stratégies qui sont plus douces, sans pleurs, des contournements de pleurs. Sinon, on peut y aller avec une stratégie d'accompagnement de pleurs, toujours en étant rassurante, bienveillante. Il y a une façon
de, de le faire et d'accompagner son enfant. Hein, mais peu importe la stratégie que vous allez décider de prendre, l'important c'est que vous, comme parents, vous soyez confiants. Vous soyez confiants que c'est la bonne chose à faire pour votre enfant. Peu importe ce que vous allez faire, c'est surtout ça que l'enfant ressent. Si clairement d'entendre un petit gémissement de votre enfant vous fait pleurer vous-même, votre enfant, hein, on a une connexion. Hein, je disais au début, on a des liens énergétiques avec nos enfants et ils ressentent. Donc, si ce n'est pas une stratégie qui est pour vous, allez pas dans ce sens-là. Moi, je suis vraiment là pour vous guider, pour vous soutenir afin d'identifier quelles sont les différentes solutions, quelles sont les différentes stratégies possibles et on les adapte en fonction de vos croyances, de vos valeurs, de qui vous êtes comme parent, comme famille et avec quel enfant vous avez aussi avec quel tempérament. J'ai envie aussi de vous dire qu'il y a les régressions du sommeil. Alors que le sommeil, c'est malheureusement pas acquis, même à 4 ans. Même si ça fait 4 ans que j'essaie d'intégrer le plus possible des bonnes habitudes de sommeil, les enfants, il va toujours avoir des moments dans les étapes de développement, dans nos vies, de vivre un déménagement, comme je viens de le faire. Tout ça peut avoir des répercussions sur le sommeil de nos enfants. Donc, que ce soit des poussées de croissance, que ce soit le développement des acquis moteurs. Hein. On se tourne, on s'assoit, on commence à marcher, on commence aussi à parler, que ce soit des maladies, comme je disais, des déménagements. Tout ça peut faire en sorte qu'il peut y avoir des régressions de sommeil. À ce moment-là, pour quelques temps, hein, on s'adapte, puis on reprend les bonnes habitudes de sommeil là, par la suite. Pour certains enfants, ça peut être un défi, puis pour certains autres, ils vont revenir plus facilement. Donc, des régressions du sommeil, il y en a plusieurs, hein, à 3 mois, à 4 mois. À 3 mois, la poussée de croissance. À 4 mois, c'est plus un pic de comment dire, de conscience. L'enfant est plus conscient de son environnement. Donc, on prend conscience que c'est le fun de jouer, que c'est plaisant avec papa et maman. Et comme le sommeil, c'est surtout une déconnexion hein, de son environnement. Donc là, on a été bien stimulé, on a vu plein de choses. Et là, il faut aller se déconnecter de son environnement pour se connecter avec ses capacités à dormir, pour qu'au niveau du cerveau, on puisse intégrer toutes les belles choses qu'on a vécues avec papa, maman, grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante, peu importe l'environnement. Donc, de pouvoir intégrer tout ça, hein, c'est ça le sommeil, hein, c'est de l'intégration de tous nos acquis qu'on fait dans une journée, c'est le développement hein, des hormones de croissance pour grandir. Donc, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à nos enfants, de les accompagner, de les soutenir dans le développement de bonnes habitudes de sommeil, parce que c'est un cadeau pour la vie, un cadeau hein, que vous faites à vos enfants, que vous faites aussi par le fait même, parce que hein, quand maman et papa sont bien reposés, parce qu'on est capable de bien dormir, donc hein, nous aussi, on a plus, par la suite, on est plus disposé quand nos enfants sont debout pour passer des moments de qualité avec eux parce qu'on est reposé. Donc, j'essaie vraiment d'y aller rapidement. Hein? On va me dire hein, qu'il y a les bébés, il y a des mythes qui existent. Les bébés, ça dort partout. Je suis d'accord, 0,8 semaines, ça peut dormir partout. Mais parfois, à partir là, de 8 semaines, comme je disais, il n'y a pas d'acquis là, dans le sommeil. À ce moment-là, ça dépend du tempérament. Un bébé qui va avoir un tempérament plus curieux ne se laissera pas nécessairement aller au sommeil facilement partout. Il va demander à avoir des conditions de sommeil peut-être un peu plus justement éloignées des stimuli pour pouvoir réussir à connecter avec son besoin de sommeil. Et ce que j'aurais envie aussi de vous dire en terminant, c'est que peu importe, hein, allez-y avec les recommandations là, que vous avez là, de votre médecin, de votre infirmière, des personnes dans le réseau de la santé avec qui vous êtes en contact pour votre bébé avant
avant de décider de soutenir votre enfant dans le développement de bonnes habitudes de sommeil. Donc, veillez à ce que son développement soit optimal et par la suite, on va pouvoir s'occuper de son sommeil pour qu'il puisse bien grandir aussi par la suite. Donc, dormir pour bien grandir, c'est un petit peu mon slogan. Donc, désolée, c'est peut-être un peu décousu. Je vous ai fait ça rapidement en deux petites choses. J'entends peut-être un petit peu mon petit bébé là, qui se réveille. Donc, c'est plus difficile dans ces moments-là de se concentrer. Donc, j'espère que ça vous a donné de l'information. J'espère que ça vous éclaire un peu. Si jamais vous avez des questionnements, des interrogations, n'hésitez pas à m'écrire. Ça peut être un petit peu difficile peut-être pour moi en ce moment de répondre à tout le monde. Comme je vous dis, là, je viens de déménager, donc j'essaie de m'installer. Et toutefois, sachez aussi que prochainement, là, bientôt, je vais tenter là, de recommencer tranquillement, peut-être à faire quelques consultations téléphoniques pour de l'accompagnement personnalisé au soutien de l'enfant. Donc vraiment, on prend le temps ensemble de regarder votre histoire, l'histoire de votre enfant, la problématique de sommeil et que je puisse vous soutenir, vous accompagner afin que vous ayez tous les outils pour accompagner à votre tour votre enfant à développer de bonnes habitudes de sommeil, toujours en étant en accord avec vos croyances, avec vos valeurs. C'est vraiment, vraiment mon but de plus créer l'harmonie familiale et non pas là, de favoriser là, une technique ou une autre. Vraiment, c'est l'important, c'est de vous faire confiance et c'est mon but de vous aider à vous faire confiance en matière de sommeil. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et j'espère que ça a répondu à vos questions. Donc, vous pouvez me réécrire là, sans problème, ça va me faire plaisir. Donc, bonne journée. Merci.